Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de notre émission hebdomadaire Panorama Info. Comme toujours, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission. Entre 1998 et l'an 2000, j'ai dirigé un centre orthopédique créé par l'association italienne AFSI, en collaboration avec le ministère de la Santé ougandais, à Gulu, la plus grande ville du nord de l'Ouganda. Si j'ai choisi aujourd'hui d'évoquer mes souvenirs de cette époque de ma vie, pour cette nouvelle émission, c'est parce que je me suis souvenu qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de George. George célèbre ses 39 ans aujourd'hui. Il en avait 13 lorsque je l'ai rencontré. Un an plus tôt, il avait été grièvement blessé par une mine antipersonnelle et il avait dû malheureusement être amputé des 2 jambes et du bras droit. Le nord de l'Ouganda était alors ravagé par une guerre aussi absurde que cruelle, menée par la Lord's Resistance Army, la LRA, Armée de résistance du Seigneur en français, dirigée par Joseph Kony, qui luttait contre le pouvoir de Yoweri Museveni, qui était à la tête de l'Ouganda depuis 1986 et qu'il est toujours, après avoir été lui-même d'ailleurs un chef rebelle. Ces rebelles de la LRA avaient leur base au Soudan du Sud, qui était également en guerre à l'époque. Et ils étaient armés et équipés par l'armée soudanaise du dictateur Omar al-Bashir. Et ces rebelles faisaient un grand usage de mines antipersonnelles, voire même anti-tanks, n'hésitant pas à miner les chemins, les abords des écoles ou les points d'eau. C'est ainsi que d'innombrables civils furent victimes de ces armes de lâches. Notre centre orthopédique de Gulu accueillait les amputés après cicatrisation de leurs blessures, bien sûr, et donc de longs séjours dans les hôpitaux. Chaque groupe reçu y passait dans notre centre environ 3 semaines, durant lesquelles étaient fabriquées des prothèses adaptées à chaque patient. Ces patients étaient rééduqués à la marche et à l'usage donc de leurs nouvelles jambes artificielles. La plupart étaient des adultes, hommes et femmes, car peu d'enfants survivaient à l'explosion des mines. George faisait partie de ces miraculés, ainsi que Charles, Concy et Jeffrey, tous 3 amputés des 2 jambes, au-dessus des genoux. Une fois rééduqués, les patients étaient ramenés dans leur village. Quant aux enfants, grâce à de l'argent venu de Corse et d'ailleurs, j'avais réussi à les scolariser dans une école catholique de Gulu, en tant qu'interne. Le frère Elio Croce, un missionnaire combonien italien, avait joué un rôle essentiel dans ce travail et dans l'éducation de ses enfants. Hélas, je devais apprendre bien des années plus tard que le frère Elio n'avait pas survécu au coronavirus. Jeffrey, qui se débrouillait si bien pour marcher avec ses prothèses, devait malheureusement, lui, succomber des suites d'une vulgaire crise de paludisme quelques années plus tard, lors d'un séjour dans son village d'Acholibur, dans le district de Kitgum. Lui qui avait survécu à une mine antipersonnelle était mort à cause d'une piqûre
de moustiques. Je suis toujours en contact avec George et avec Charles, qui sont parvenus à effectuer de bonnes études à l'université. Cette expérience humaine m'a profondément marqué. Elle m'a aussi donné l'inspiration nécessaire pour écrire mon premier ouvrage, mon premier livre, intitulé « Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale », paru aux éditions de l'Harmattan en 2003. Aux dernières nouvelles, Joseph Kony, le chef rebelle et grand recruteur, ou plutôt grand kidnappeur d'enfants soldats, Joseph Kony donc n'a toujours pas été capturé et donc il n'a toujours pas été jugé. Après l'Ouganda, il est allé répandre la terreur en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, où il se trouverait encore, selon certaines informations. Aujourd'hui, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à George, et je pense également à Charles et à Konsi, ainsi qu'au pauvre Jeffrey. Ce n'est pas durant cette expérience dans le nord de l'Ouganda que j'ai découvert les problèmes et les drames engendrés par les mines, et en particulier par les mines antipersonnelles. Très jeune, j'ai en effet été confronté à cette question. Je n'oublierai jamais Manop, le jeune Thaïlandais de la région du Triangle d'Or, qui avait sauté sur une mine alors qu'il était allé pêcher sur la rive laotienne du Mékong. C'est au début des années 80 que je l'avais rencontré. Il avait dû être amputé d'une jambe à mi-cuisse. Il était aussi devenu, après son accident et sa rééducation, un excellent potier dans l'île fluviale de Kokret, au nord de Bangkok. Je n'oublierai pas non plus mes passages sur la frontière cambodgienne, infestée de mines antipersonnelles. L'armée des Khmers rouges en avait éparpillé un peu partout, dans ces zones montagneuses couvertes d'une végétation luxuriante. Au début, c'était pour terroriser les Cambodgiens qui tentaient de fuir vers la Thaïlande. Puis, une fois qu'ils avaient été chassés du pouvoir par l'invasion vietnamienne de 1979, ce fut pour empêcher l'armée vietnamienne et celle de leurs supplétifs cambodgiens d'atteindre leur base située à proximité de la frontière thaïlandaise. Bien plus tard, en 2012, j'ai eu l'occasion de visiter le musée cambodgien des mines, créé en 1997 à proximité des temples d'Angkor, par Aki Ra, un ancien enfant soldat Khmer rouge des années 70, qui a ensuite consacré toute sa vie à déminer les zones que lui-même et ses camarades avaient minées pendant la guerre. Avec son organisation, il a accompli un travail admirable, tout en permettant aux enfants victimes de mines de reprendre le chemin de l'école, un peu comme nous avions tenté de le faire à Gulu. La vente des tickets d'entrée du musée est utilisée à cette fin. Dans ce musée rural, tous les types de mines sont exposés, ainsi que toutes les armes mortelles utilisées par les uns et par les autres durant toutes ces années de guerre qu'avait connu le Cambodge. On peut aussi y découvrir toute une collection de prothèses improvisées, faites de briques et de broc, souvent fabriquées par les amputés eux-mêmes, afin de pouvoir retourner au plus vite travailler dans les rizières. Au centre du musée, au milieu d'un petit plan d'eau, est installé une sorte de mémorial vitré dans lequel on peut apercevoir un empilement de centaines de mines de tout modèle. On pourra trouver un tel musée, un tel mémorial assez sinistre, assez lugubre, alors qu'il s'agit en fait d'un lieu calme et paisible dont l'atmosphère n'est pas sans rappeler celle d'un des nombreux temples bouddhistes qui parsèment la campagne cambodgienne.
Ce lieu a permis d'éduquer des générations de Cambodgiens et de visiteurs venus du monde entier, de les éduquer donc sur les dangers des mines et sur les horreurs qu'elles provoquent. Ce musée est en fait un véritable mémorial pour la paix et je recommande aux touristes qui se rendraient à Angkor d'aller le visiter entre deux visites de temple. En achetant leur ticket d'entrée, ils accompliront une bonne action tout en y apprenant beaucoup. En 1989, alors que j'accompagnais les convois de vivres du Programme alimentaire mondial dans le Soudan du Sud ravagé par la guerre, j'ai à nouveau été confronté au problème des mines. Il était hors de question de nous éloigner de la piste lors des fréquents arrêts causés par des crevaisons ou des repas improvisés. Nous préparions notre nourriture au milieu de la piste, tandis que les chauffeurs soudanais y faisaient bouillir leur thé épouvantablement sucré qu'ils venaient ensuite nous offrir. En 1994-1995, j'ai retrouvé le danger des mines au Mozambique, qui sortait d'une épouvantable guerre civile qui avait opposé pendant des années le gouvernement marxiste de Maputo à la rébellion anticommuniste de la Renamo. Je travaillais toujours à l'époque pour le PAM. Comme au Soudan du Sud, il était hors de question de nous éloigner des routes lorsque nous accompagnions des convois ou que nous effectuions des visites de terrain. La campagne était infestée de mines antipersonnelles qui ont continué à tuer et à blesser longtemps après la fin des hostilités en 1992. J'ai à nouveau connu le problème des mines au Soudan du Sud, dans le territoire tenu par la rébellion de la SPLA, lorsque j'y travaillais en l'an 2000, puis dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la date de sa signature, en 1997, j'ai suivi avec grand intérêt l'application du traité d'Ottawa, dont l'intitulé complet est « Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction ». J'en ai même souvent fait la promotion dans les différents pays où j'ai travaillé. À ce jour, il y a 165 États partis à cette convention, donc la majorité des pays de la planète. Taïwan respecte ce traité, mais n'étant pas membre de l'ONU, Taïwan est dans l'impossibilité d'y adhérer, hélas. Selon le texte de cette convention, chaque État parti s'engage à ne jamais employer, mettre au point, produire, acquérir, stocker, conserver ou transférer à quiconque de mines antipersonnelles. Ça, c'est l'article 20. Détruire toutes les mines antipersonnelles en sa possession au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État parti. C'est l'article 4. Détruire toutes les mines antipersonnelles présentes sur des zones de son territoire dans les 10 ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État parti et après les avoir identifiées et signalées. C'est l'article 5. Fournir et ou demander assistance auprès des autres États partis pour remplir ses obligations si possible et dans la mesure du possible. C'est l'article 7. Pardon, l'article 6. Prendre toutes les mesures législatives appropriées pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État parti en vertu de la Convention. C'est l'article 9. Chaque État parti peut cependant conserver un faible nombre de mines antipersonnelles afin de former aux techniques de détection, déminage et destruction des mines. C'est l'article 3. Des pays fortement minés, tels que le Cambodge, l'Angola, le Mozambique, le Soudan et le Soudan du Sud, y ont bien sûr adhéré
à cette convention. D'autres, pourtant également touchés par le problème, ne l'ont pas encore fait, hélas. C'est le cas en particulier du Laos, du Vietnam, d'Israël, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. La zone démilitarisée séparant la Corée du Nord de celle du Sud étant truffée de mines en tout genre, et ce, depuis la fin de la guerre de Corée, voici plus de 70 années, ni le Nord ni le Sud n'ont encore adhéré à la Convention d'Ottawa. Il est particulièrement regrettable que l'application mondiale de ce traité soit freinée par la non-adhésion de grandes puissances telles que les États-Unis, la Russie et la Chine. Ces trois pays sont en outre de gros producteurs de mines et parfois même des exportateurs de mines. C'est ainsi que nombre de mines que j'ai eu l'occasion d'apercevoir au Mozambique, en Ouganda ou au Cambodge étaient made in China. L'Inde et le Pakistan, qui se font face tout le long de la frontière et de la ligne de cessez-le-feu, qui, au Cachemire, les sépare, n'ont pas non plus adhéré à la Convention. D'autres mauvaises nouvelles sont récemment arrivées d'Europe. En effet, à la suite de la guerre et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Ukraine est devenue le premier État parti à ne plus respecter le traité des forces armées ukrainiennes ayant utilisé des mines antipersonnelles à titre défensif. Comme nous l'avons vu, le pays agresseur, la Russie, n'est pas signataire du traité. Et ce pays a également fait usage de mines depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Toujours en lien avec cette terrible guerre, le 16 avril 2025, le Parlement letton a voté la sortie de la Lettonie de la Convention d'Ottawa, ce qui doit prendre effet 6 mois après l'avoir déclarée aux Nations Unies. Cette décision faisait suite à l'annonce du retrait de ce traité de la Finlande, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Pologne après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le 27 juin dernier, l'Estonie a présenté aux Nations Unies les instruments de retrait de la Convention d'Ottawa. Produire et placer des mines ne coûte pas cher. C'est un peu l'arme du pauvre. La tentation est donc forte pour des pays plus faibles militairement de miner leurs frontières pour tenter de freiner les ambitions d'un grand et puissant voisin tel que la Russie. Pour conclure mon propos sur un sujet aussi grave, je me dois de faire un aveu. En 1983-1984, j'ai servi au sein du 71e régiment du Génie, un régiment qui a depuis été dissous lors des fortes réductions d'effectifs ordonnées par le président Jacques Chirac au début des années 2000. Ce régiment était basé dans la forêt du Rouvray, dans le département de Seine-Maritime. C'est là que je devais passer une année pour mon service militaire. Durant les 2 premiers mois, ce qu'on appelle les mois de classe, après mon incorporation, j'ai subi une formation aux mines anti-tank et anti-personnel. J'en ai étudié tous les modèles existants à l'époque. J'ai également appris, comme mes camarades conscrits, à les utiliser. Le déminage faisait également partie de la formation qui nous était dispensée. Je me dois là d'ouvrir une petite parenthèse, car c'est durant cette formation que qu'on nous a enseigné la réelle nature des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles ne sont pas faites pour tuer. Non. Elles sont faites pour blesser grièvement, pour blesser atrocement. Même si parfois il arrive que les victimes meurent de leurs blessures du fait d'une abondante hémorragie.
on nous enseigna que l'usage des mines antipersonnelles faisait partie de ce que l'on appelle la guerre psychologique. Une guerre psychologique visant à démoraliser les soldats de l'armée ennemie, en infligeant des blessures donc atroces aux soldats qui approcheraient ou à ceux qui battraient en retraite. C'est donc cela le but ultime de l'usage de mines antipersonnelles. C'est la démoralisation de l'adversaire. Quant aux mines anti-tank, j'en ai beaucoup moins parlé dans cette émission, elles ne sont pas vraiment dangereuses pour les piétons, même pour des véhicules légers. Elles n'explosent que lors du passage de véhicules beaucoup plus lourds, tels que des camions ou tels que des tanks ou des véhicules blindés. Je me souviens, lorsque j'étais à Gulu, d'une tragédie épouvantable, lorsqu'un camion surchargé de passagers, comme c'est souvent le cas en Afrique, qui roulait entre la ville de Gulu et l'hôpital de Lachor, a explosé sur une mine anti-tank, faisant, je ne me souviens plus combien de victimes, mais en tout cas plusieurs dizaines, morts et blessés. C'est dans ce cas donc que les mines anti-tank peuvent faire de nombreuses victimes chez les civils. Généralement, elles font surtout des victimes chez les militaires qui sont à bord de véhicules lourds. Quant aux mines antipersonnelles, beaucoup plus légères, beaucoup plus transportables, beaucoup plus petites, beaucoup plus indétectables, elles sont abondamment utilisées par les armées et par les groupes rebelles, les groupes armés de tout poil, et les victimes sont principalement des civils. J'ai donc appris tout cela pendant les classes, pendant les premiers mois de mon service militaire. Si je serais bien incapable, 42 ans plus tard, d'utiliser le savoir acquis à l'époque, je me dois de dire que ces connaissances m'ont été fort utiles par la suite, dans le nord de l'Ouganda ou ailleurs. Non, rassurez-vous, chers auditeurs, je n'ai ni miné ni déminé durant mes années d'Afrique. Mais les connaissances acquises au 71e régiment du génie m'ont malgré tout servi, contrairement à nombre de mes collègues dans les ONG ou dans les organisations, les agences des Nations Unies. Je savais reconnaître les mines et je connaissais les règles de sécurité qu'il convenait d'observer pour s'en prémunir. Je tiens à préciser que la France a signé la Convention d'Ottawa le 3 décembre 1997 et qu'elle l'a ratifiée le 23 juillet 1998. J'espère que les mines qui entouraient le périmètre de la base de Intizeri et Solinzara en Corse ont été retirées depuis longtemps. En préparant cette émission, beaucoup de souvenirs sont remontés en moi. J'ai beaucoup pensé à toutes ces victimes rencontrées dans les contrées où j'ai eu l'occasion de travailler sur au moins 2 continents. Je pense en particulier à Manop, dont je n'ai plus aucune nouvelle depuis longtemps, ainsi qu'à Charles, à Concy, à Jeffrey, qui n'est malheureusement plus de ce monde, et à George, qui a eu 39 ans aujourd'hui. Happy birthday, dear George.